Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 350 du podcast Journal Actuel Mattei. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission qui va parler draft. Vous l'avez compris, à mes côtés, il y a donc Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Alors Grégory Richard seulement, mais on est en train de travailler à faire venir quelqu'un, une autre voix de draft de l'équipe. C'est juste qu'il faut qu'on s'arrange, un, sur les plannings et deux, sur la technique, puisque vous le savez, on est tous à distance. Donc il faut trouver ça. Mais pour l'instant, Grégory, tu n'auras pas de contradicteur. Tu vas encore dispenser ton savoir à un public non averti, c'est-à-dire moi. Et évidemment, à nos auditeurs qui, parfois, en connaissent plus que moi sur la draft, je dois l'avouer. Poste par poste cette année, pour les épisodes draft, on l'a dit, confinement oblige, on est à 3 émissions par semaine en ce moment. Et honnêtement, ça fait du bien, hein, ça remonte le moral. Autant, alors on espère que ça vous remonte le moral et à nous aussi. Alors moi, je vous avoue que c'est pas toujours facile, mais au moins, restez chez vous. C'est pas facile, mais il vaut mieux ça que d'être malade. Donc, on reste à la maison et on écoute ce qui va se passer aujourd'hui avec les receveurs. On a gardé la même formule, c'est-à-dire qu'on a le chapeau 1, le chapeau 2, donc ça c'est les meilleurs. Et derrière, énigmes et bonnes affaires, toujours la même construction que la semaine dernière. On va parler receveurs. Grégory, un petit mot d'ensemble avant le premier jingle. Tu m'as promis du lourd pour les receveurs. Oui, du lourd. Mais alors du coup, on va parler receveurs et tight end. Oui, pardon, les deux. Voilà. Ouais. Mais voilà, de toute façon, on va dire le destin faisant bien les choses, on a et la classe la plus fournie et la moins fournie du lot. Donc on arrive à peu près à switcher les deux, mais voilà, receveur, on a quand même une classe particulièrement relevée qui arrive en 2020. Ouais. Ah oui, moins fourni, c'est les tight ends. Oui, très clairement. Ouais. Bon, ça me rassure un peu parce que je me disais, ils sont pas ouf les mecs quand je les trouvais. Donc on est parti, premier jingle et on part receveur. Les receveurs, donc, c'est le thème de cette émission. On vous rappelle le principe des émissions draft. Grégory vous parle des joueurs et moi, j'ai fait mes petites recherches sur Google comme tout le monde et je soumets à Grégory ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il sert, c'est notre fact-checker. Bon, autant de faits qu'il puisse y avoir. Évidemment, c'est pas une science exacte. Hein, on le redit sur la draft. On ne prétend pas vous prédire exactement ce que vont devenir chacun de ces joueurs. Les 3 premiers receveurs, le chapeau 1 de Grégory, c'est en 1, Jerry Jeudy, CeeDee Lamb et Henry Ruggs. Alors, ces 3 joueurs, on en a déjà parlé dans l'émission Top 15. Je vais juste vous rappeler un petit peu les mensurations de chacun. Jerry Jeudy, c'est 1m85, 87 kg. CeeDee Lamb, c'est 1m91 et 88 kg. Et Henry Ruggs, il fait aussi 1m80 et 85 kg, c'est le plus petit du lot. Il y a des bonnes perfs de tous les côtés, on va en parler. Grégory, comme pour les quarterbacks, vu qu'on en a déjà parlé dans le top 15, on va laisser le détail des joueurs dans cette émission-là. Et on va comparer un petit peu les 3 vedettes. La première question, alors je vais te prendre des questions de receveurs toutes simples. Qui a les meilleures mains? Jerry Jeudy, CeeDee Lamb ou Henry Ruggs? Ça commence fort. Gros niveau. Les 3 ont des grosses mains. Celui sur lequel je serai le plus rassuré, premier jour de la saison démarrée, je te dirais quand même CeeDee Lamb, selon moi. CeeDee Lamb. Qui court les meilleurs tracés? Sans aucune discussion possible, Jerry Jeudy. Qui est le plus rapide? Sans aucune discussion non plus, Henry Ruggs. Ah, donc là, il y en a pour tous les goûts, hein, pour l'instant. CeeDee Lamb a les meilleures mains, Henry Ruggs va le plus vite, et Jerry Jeudy les meilleurs tracés. Exactement. J'anticipe peut-être sur une de tes prochaines questions, mais voilà, c'est ça aussi qui est intéressant avec ces 3 receveurs, c'est que c'est vraiment 3 profils totalement différents, avec un profil assez
assez grand, plus typique du receveur de possession qu'on voit aujourd'hui en NFL, qui est CeeDee Lamb. Le côté vraiment speedster, un peu façon Tyreek Hill, qui est Henry Ruggs, avec vraiment une prise d'accélération assez phénoménale. Et Jerry Jeudy, qui est vraiment un expert des tracés, le côté hyper insaisissable. Donc vraiment en fonction de ce qu'une équipe NFL va rechercher au premier tour, parce qu'on l'a dit lors du dernier podcast, c'est quand même un secret de polichinelle que ces 3 joueurs-là devraient sortir, sauf problème de blessure éventuel, dans le top 15. Voilà, il y a différents profils en fonction de ce qui est susceptible d'intéresser les franchises. Qui peut gagner des ballons dans les duels? J'aurais plus tendance à dire CeeDee Lamb. Qui a le plus gros potentiel? J'aime bien le potentiel d'Henry Ruggs quand même, qui est très sous-coté justement de par son gabarit, mais c'est vrai que on dira que c'est un faux petit. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est quand même assez compact, qui n'hésite pas à aller au bloc. Enfin voilà, qui reste quand même relativement complet. C'est pas celui qui forcément va être le plus à l'aise contre des cornerbacks un peu physiques comme on a l'habitude d'en voir. Mais il peut quand même avoir suffisamment de répondants pour justement contrer différemment et se libérer comme il faut. C'est pas celui qui a les plus grosses stats, hein. Je vois qu'il a 40 réceptions, 746 yards et 7 touchdowns, alors qu'en face, il y a du 1163 yards pour Jerry Jeudy. Bon, alors après, ils sont coéquipiers. Donc, Oui, ça répartit. voilà. Et surtout, même s'il ne jouait pas exclusivement en cette position-là, Jeudy et Lamb ont beaucoup joué sur les extérieurs, alors que Ruggs était surtout, entre guillemets, beaucoup cantonné au slot, justement, de par son côté prise de vitesse très rapide. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi en partie le fait que c'était un peu plus réduit parce qu'il devait plus miser sur les yards après la réception que Jeudy et Lamb qui étaient un peu plus utilisés sur la menace profonde. Et Lem, c'est 14 touchdowns en 13 matchs, hein, donc c'est assez impressionnant en termes de rendement dans la red zone. Si tu devais pronostiquer, alors pas pronostiquer, mais dans quelle équipe tu les verrais bien évoluer par rapport au système, par rapport à voilà, par rapport au quarterback même d'ailleurs avec lequel ils pourraient s'entendre, voilà. Si tu dois me donner un nom pour ces trois-là. Encore une fois, c'est un peu. Bah, écoute, je vais te prendre des équipes qui ont des besoins à l'heure actuelle, hein, les noms qui reviennent de manière assez récurrente. Si on prend l'exemple de Jerry Jeudy, je pense qu'une équipe comme Las Vegas, ça paraît pas déconnant. De par le fait qu'ils ont déjà, par exemple, un joueur comme Tyreek Williams qui est une menace sur le jeu profond, avoir un profil comme Jerry Jeudy, un peu plus justement sur le côté, sur la capacité de libération, sur le côté vraiment pur feu follet, capable de jouer et d'être dangereux dans toutes les zones, dans tous les secteurs du terrain. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. CeeDee Lamb, si on reprend une autre équipe a besoin, je pense que du côté, encore une fois, c'est un receveur un peu plus traditionnel, donc je pense que c'est celui qui se pluguera entre guillemets plus facilement dans une attaque NFL. Mais par exemple les Jets ou voire même les Niners pour jouer un peu avec le côté explosif de Deebo Samuel, ça me paraît pas déconnant. Henry Ruggs, voilà, dans le profil un peu plus petit du côté de Denver par exemple, ça peut être complémentaire avec un Courtland Sutton qui est un peu plus sur le côté hyper grand, hyper menaçant sur le jeu profond. Là aussi c'est quelque chose qui me paraît assez complémentaire. Ils vont sortir dans quel ordre d'après toi? Dans cet ordre-là? Le jeudi, Alors ça, Lem, c'est une Ruggs? excellente question. Alors Jerry Jeudy a longtemps été considéré comme le joueur qui serait forcément amené à partir en premier choix. Moi, je t'avoue que plus je regarde en fonction de mes observations, je penche quand même beaucoup plus vers CeeDee Lamb, qui m'a l'air quand même beaucoup plus. Encore une fois, je pense que Jeudy et Lamb, ce sera un receveur numéro 1 sûr et certain à l'échelon supérieur. Je pense que Lamb sera prêt plus rapidement. De par le côté un peu plus complet, un peu plus varié, on dira, qu'il peut apporter, même si encore une fois, il n'a pas la vitesse de Jeudy, ça c'est indéniable. Mais Henry Ruggs, tu peux pas mettre de côté la hype, encore une fois, des receveurs relativement petits. Je prenais l'exemple de Tyreek Hill, mais bon, c'est quand même un receveur qui a vraiment symbolisé un côté, une nouvelle ère, on dira, au poste de receveur ces dernières années, qui sort d'une équipe vainqueur du Super Bowl. Donc, il faut toujours se méfier, le côté copycat, etc. Moi, je te dirais quand même, à l'heure actuelle, je serais tout sauf étonné que CeeDee Lamb sorte en tant que numéro 1 au poste de receveur. Bon, les trois sont au premier tour, là-dessus, on est d'accord. Clairement.
Chapeau numéro 2, Justin Jefferson, 1m85, 92 kg, 21 ans, il sort de LSU. Alors, c'est le moment où on passe sur le moment où je dis j'ai lu ça et tu me dis si c'était bon ou pas. Bonne route, mais ça ne se détache pas vraiment en vitesse. Grosso modo, c'est technicien correct, mais ça manque d'explosivité. Ouais, bon après il y avait le côté, je trouve quand même qu'on a affaire à un petit athlète quand même, hein. Ça reste un receveur qui sort des LSU, un joueur qui a beaucoup joué dans le slot également du côté de Louisiana State dans l'attaque hyper explosive, l'attaque très écartée de Joe Brady et du champion national à Louisiana State. C'est un receveur qui a quand même cette faculté. En effet, en termes de tracé, on n'est pas sur le domaine d'un Jerry Jeudy par exemple. Mais c'est vrai que c'est un receveur qui a cette faculté notamment de proposer une solution très rapidement à son quarterback. Et avec un quarterback qui est capable de lancer rapidement le ballon, ça peut malgré tout être une menace assez intéressante. C'est un joueur qui a un profil assez longiligne et qui pourtant ne fuit pas devant ses responsabilités d'un point de vue physique. Même si, paradoxalement, comme je disais, il n'a pas forcément le gabarit pour. Il va être très actif au bloc également. Voilà, ce qui joue peut-être un peu contre lui, c'est qu'en effet, il a des stats assez bourrifantes du côté des LSU, mais parce que l'attaque des LSU en elle-même était assez démentielle. Il y a le côté, encore une fois, je suis dans le slot, je suis capable de prendre de l'espace parce que justement, je fais en sorte de m'isoler par rapport au jeu très écarté des LSU. Donc ça a été très très productif. Après, est-ce qu'il a vraiment le potentiel d'un receveur numéro 1 ? Aujourd'hui, c'est la principale question qui le concerne, justement de par ce que tu évoquais, à savoir peut-être des tracés qui restent relativement réduits et surtout un physique qui face à des press corners peut là aussi poser question. Mais de toute façon, je pense que ce sera un super receveur en NFL et même en tant que numéro 2, s'il a un super numéro 1 à ses côtés, ça peut faire de très très gros dégâts, surtout dans une attaque très, très axée sur le jeu aérien. Tu le mets dans une équipe comme les Saints, par exemple, avec un Michael Thomas, ça peut ne pas être dégueu à voir. Michael Thomas et Emmanuel Sanders en plus depuis quelques jours. Donc, oui, Emmanuel Sanders également. Voilà. C'est plus pour la transition Sanders à l'heure actuelle. Il a quand même 18 touchdowns rien que sur la saison dernière et 1540 yards. Donc c'est un mec qui lâche pas le ballon quand il lui arrive dans les mains déjà. Ouais. L'équipe idéale. Est-ce que j'ai envie de proposer les Jets ? Parce que Jefferson Airplane. Blague rock'n'roll. Merci. Non, franchement, je te dis, c'est vraiment de par sa position. Aujourd'hui, on le voit aux alentours peut-être des 20e places. Ça reste quand même un premier tour en puissance. Bien, ouais. Ouais, forcément, l'équipe qui revient souvent, c'est les Eagles. Après, comme je te disais, je ne sais pas s'il a le potentiel d'un receveur numéro 1 tout de suite, malgré sa production. Et encore une fois, mine de rien, son intelligence de jeu et son côté, hyper athlétique, hyper fluide en termes de déplacement. Voilà, c'est encore la question que je me pose. Je me dis qu'il gagnerait tout à gagner auprès d'un autre receveur un peu plus aguerri. Voilà, après te citer une équipe comme ça, ce sera peut-être un peu compliqué, mais ouais, ce serait quand même bien qu'il n'arrive pas tout de suite en tant que top receveur et voilà, joueur amené à faire des différences directement dans son équipe. Donc les Jets, par exemple, pour ton exemple, je suis pas, trop de pas un responsabilités. méga fan. Le suivant, donc premier tour, on a dit pour Justin Jefferson. T. Higgins, T-C-T-E-E. Higgins, 1m93, 95 kg. Il arrive de Clemson, les Tigers. Il sort d'une saison il faut que je sorte ses stats, à 1167 yards et 13 touchdowns. Il est productif, 13 touchdowns cette année, 12 l'année d'avant. Apparemment, il attrape tout ce qui bouge. Et c'est un peu plus limité sur le plan physique, notamment pour les yards après la réception et ce genre de choses, mais il attrape tout ce qui bouge. C'est simple, on en parlait tout à l'heure des 3 top receveurs. Là, on a donc Jefferson et Higgins qui sont respectivement les 2 receveurs des finalistes de la dernière finale universitaire. Donc voilà, ça situe à peu près la performance puisqu'ils ont joué quand même un grand rôle respectivement dans la performance de leurs attaques. T. Higgins, en effet, qui a longtemps été entre guillemets un numéro 2 du côté de Clemson et qui a pleinement explosé cette année dans l'un des top programmes de college football de la dernière décennie. Enfin bref, tu as compris l'idée. Ce qui est vraiment détonnant, c'est qu'il a une dextérité qui est assez étonnante pour un joueur en effet de cette taille. Tu l'as dit, il fait plus d'1m90, 93, c'est ça, t'as dit 1m93 de taille ? Oui, 93, ouais. Voilà, c'est un mec qui est quand même assez longiligne et qui pourtant arrive quand même à être rapide et à être dangereux absolument partout. Même après la réception, il a quand même des moves qui sont assez étonnants.
Il a un bon pourcentage de réussite sur les duels en altitude également. Forcément, de par son gabarit, ça aide. Et en effet, du coup, c'est quelque chose qui est également précieux sur les passes en zone rouge. Donc vraiment, c'est un joueur qui peut être amené à être dangereux et à continuer d'être productif en termes de touchdown en NFL. Après, je te rejoins, c'est sûr que d'un point de vue physique, il est plus doué pour les prises d'espace que vraiment pour le combat avec les cornerbacks un peu plus hargneux. Et c'est vrai qu'il a été dangereux dans une attaque qui était elle-même. En fait, il peut être également dangereux dans une attaque aérienne très explosive. C'est-à-dire que voilà, il est extrêmement dangereux à Clemson, notamment dans le domaine profond. Et je prenais l'exemple tout à l'heure de Jefferson chez les Saints. Je reprends souvent le même exemple, mais voilà, avec ses coordinateurs offensifs qui sont quand même assez doués. Je pense qu'un T. Higgins qui est premier, deuxième tour, pareil, du côté des Saints, je pense que Sean Payton, par exemple, a la possibilité d'en faire quelque chose. Donc là, on est sur premier, deuxième tour, plutôt premier ou plutôt deuxième? Ça dépend évidemment des besoins des équipes qui sont là. Je dirais plutôt premier. Moi, pour moi, il est aux alentours quand même du 30e spot. Alors, je sais que c'est le chouchou, c'est la coqueluche de notre camarade Jean-Michel Boujard. Qu'on Qui salue, voit en qui lui écrit le beaucoup de nouveau fiches. Mike Evans. Bon, je suis un peu moins, on dira, dithyrambique à son sujet, mais oui, en effet, je vois un gros potentiel. Là aussi, comme Jefferson, c'est la grosse question, c'est de savoir s'il peut être un receveur numéro 1. À l'heure actuelle, j'en suis pas encore persuadé, mais il a beaucoup d'outils qui peuvent lui permettre de le devenir. On enchaîne avec le premier tight end de cette liste, c'est Cole Kmet, 1m96, 113 kg. Il arrive de la fac de Notre-Dame. C'est le premier tight end, on l'a dit. Très bonne main, mais pas énorme phénomène physique pour un tight end, pas assez costaud, pas assez rapide, pas assez bon bloqueur. J'ai lu, c'était une sorte de Jimmy Graham. Ouais, on peut prendre cette comparaison-là. Alors, si tu veux, j'ai mis un tight end. Il y a des receveurs qui sont encore meilleurs que lui, je le précise, mais c'est pour quand même qu'on parle de la classe de tight end. Cole Kmet, aujourd'hui, c'est peut-être aux alentours du deuxième tour, si j'anticipe déjà tes questions. Maintenant, c'est vrai c'est un talent qui s'est quand même développé sur le tard. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, que c'est un joueur qui a pas mal été baladé entre pas mal de sports lors de son arrivée à Notre-Dame. Je crois qu'il a fait du baseball notamment. C'est ça, ouais, il a fait du baseball. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, avec quelques petits pépins physiques au début de sa carrière universitaire, il a vraiment été productif à la réception très tardivement. Mais après, c'est globalement les mêmes outils que les tight ends habituels qu'on va sortir de Notre-Dame, c'est-à-dire un gabarit assez solide, une bonne technique et en effet d'excellentes mains qui lui permettent d'être le tight end aujourd'hui. Certes, on l'a dit, dans une classe assez moyenne, mais le tight end qui est sans doute le plus complet à l'heure actuelle. Donc voilà, et de par le fait justement qu'il se soit révélé un peu tardivement du côté de South Bend, il y a quand même une marge de progression que beaucoup d'observateurs trouvent extrêmement intéressante. Et voilà, si c'est juste la question de prendre un peu plus de gabarit et du coup un peu plus de puissance, je ne suis pas sûr que sa manière de jouer sera altérée. Donc ça pourra lui donner un côté encore plus complet. Il faut qu'il se montre encore un peu plus autoritaire et réactif, on dira, sur les phases de bloc. Mais à terme, ça peut en effet, comme tu le disais, être un Jimmy Graham, un joueur extrêmement dangereux, et voilà, sans être extraordinaire au bloc, mais en tout cas relativement complet. Pour ce qui est créer de la séparation, ça va, il n'y a pas trop de soucis? Oui, justement, je pense que c'est le tight end qui est le plus aguerri, mine de rien. Voilà, il a quand même des qualités athlétiques pour une telle position, assez intéressante. C'est pas encore dans le registre d'un David Njoku, si on peut prendre cette comparaison-là, mais on sait que Njoku c'était quand même un spécimen à part dans ce côté justement, dans cette manière de se mouvoir. Cole Kmet, il y a quand même un gros potentiel là-dessus, et c'est vrai qu'il est très très difficile à couvrir, notamment pour des DB ou des linebackers qui seraient un peu plus lourds. Du coup, deuxième tour alors. Deuxième tour, deuxième tour, je serais étonné qu'ils descendent plus bas, à moins qu'on apprenne vraiment. Je parlais de quelques petites blessures, à moins qu'il y ait des conséquences par rapport à ça, mais pour moi, c'est quand même un deuxième tour en puissance. Quand tu parles de à moins que, j'avais peur que tu dises à moins qu'il y ait des problèmes hors terrain ou quoi que ce soit, parce qu'on a eu je vais pas mentir, on discutait d'un joueur qui avait eu des problèmes judiciaires sur le chat de la rédaction avant l'enregistrement de cette émission, et je me disais, je vais peut-être rajouter une question à chaque fois qu'on parle des prospects avec Greg, lui demander son potentiel judiciaire à chaque fois, savoir s'il y a des problèmes potentiels ou pas. Ça posera pas trop de problèmes, je pense. Bon, alors ça passe. Voilà donc pour le premier et le second chapeau. On vous rappelle qu'on a parlé de Jerry Jeudy, CeeDee Lamb et Henry Ruggs dans le premier chapeau. Tiens d'ailleurs, gros écart ou pas entre le top 3 et ce qu'il y a en dessous? Pour moi, oui, quand même. Ouais.
Pour moi, oui, il y a vrai potentiel de numéro 1 pour les 3 premiers. Et après, derrière, il y a quand même quelques petits points d'interrogation. Donc derrière, on avait Justin Jefferson, T. Higgins qui pourrait quand même être sélectionné au premier tour, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et Colmet, le premier tight end, qui lui devrait plutôt être milieu. Deuxième tour, petite pause et les énigmes et les bonnes affaires. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On continue ce podcast draft sur les receveurs avec Grégory Richard à mes côtés pour parler des énigmes de cette draft au niveau du poste de receveur. Alors, tu es allé chercher, en tout cas par rapport à ce que j'ai trouvé, certains, tu es allé les chercher loin. C'est pas forcément les premiers noms qui reviennent, moi, dans les classements de receveurs que je trouvais. Là, ça va. Mais par exemple, on ne va pas parler de Jalen Reagor, Oui, Jalen Reagor, ouais. ou de KJ Hamler ou de Denzel Mims. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont été cités et qui sont que je voyais beaucoup dans la liste. Alors, ça aussi, on en parlait en off. On précise aux auditeurs, encore une fois, on essaye d'apporter un contenu un peu plus poussé que ces dernières années. Mais c'est compliqué de parler de tout le monde, sinon on ferait une émission de 3 heures. Oui, donc voilà, il n'y a pas de souci. On en parlera notamment lors du débrief de la draft. J'oublie pas pas mal de joueurs, mais c'est sûr que sur cette classe de receveurs, je vais forcément faire des déçus parce que voilà, vu qu'on peut avoir facilement une vingtaine de receveurs dans les 3 premiers tours, voilà, ça aurait été une émission interminable. Donc, Bon, et je veux dire, en règle générale, de toute façon, pour compléter ce que dit Grégory, on fait 8 émissions draft, du coup, je crois, cette année, avec une dizaine de prospects, 9 à 11, selon les émissions, selon les trucs. Mais donc voilà, on va faire quand même quasiment 80 prospects. Je pense que en audio, alors autant il y en a beaucoup sur les fiches, et on remercie encore l'équipe d'ailleurs menée par Grégory, la Draft Squad de TDA avec Grégory Richard, Mehdi Julien, Jean-Michel Boujard, Victor Roulier, Kevin Zermatten, et j'espère que j'oublie pas, et Sébastien Paulémeni qui participe aussi cette année. Donc énormément de fiches, mais en audio, je crois que c'est quand même de l'inédit qu'on arrive à traiter 80 personnes, mais tout est complémentaire, quoi. Si vous voulez des précisions sur certains noms qu'on va pas faire dans les émissions, évidemment, vous les retrouverez aussi souvent dans les fiches ou dans les mock drafts. Enfin voilà, il se passe on essaie d'en faire le plus possible, mais en effet, il y a 7 tours fois 30 mecs, donc a priori, ça va être compliqué, fois 32, ça va être compliqué de tous les faire. Les énigmes, donc le premier, c'est Laviska Shenault, qui sort, hop là, je suis sur la mauvaise fiche. Colorado. Qui sort de Colorado. 1m88 et 100 kg pour lui, avec les Buffaloes de Colorado, donc tu le disais. Alors apparemment, lui, il avait un quarterback tellement naze que ça lui a permis de montrer à quel point il avait une super capacité à s'ajuster au ballon. J'ai lu ça, j'ai trouvé ça excellent. Alors c'est un résumé un peu rapide. Son quarterback en question a des qualités, mais c'est sûr que bon, en tout cas, j'aime ta bienveillance, Grégory. C'est une des choses que j'aime chez toi. Non, mais bon, alors Laviska Shenault, c'est sûr que voilà, il a montré un côté un peu, je suis capable d'aller chercher les yards moi-même à la réception. Déjà, ce qui est assez étonnant, c'est le profil physique. On le dit, chaque année, il y a quand même des prospects qui arrivent avec des mensurations absolument dingues. Laviska Shenault, il a quand même un gabarit de déménageur, tout en ayant une vitesse qui est assez impressionnante, même si il ne me semble pas qu'elle est tant bluffée que ça au combine. Justement, je crois que ça avait été un peu décrié. Et bon, c'est sûr qu'il y a vraiment cet alliage de taille et de vitesse qui est quand même non négligeable. Et justement, ce côté un peu bulldozer après la réception qui fait qu'il est quand même très très difficile à stopper une fois qu'il est lancé. Maintenant, la problématique avec Laviska Shenault, c'est qu'il a fait une énorme saison 2018, c'est ce qu'il a mis au premier plan. Mais il a eu une saison 2009 beaucoup plus quelconque. C'est ce que j'allais... Avec pourtant le même quarterback. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Il a 30 réceptions de moins et 2 touchdowns de moins. Donc, il est passé de 86 réceptions, 1011 yards, 6 touchdowns à 56 réceptions, 764 yards, 4 touchdowns. Voilà. Donc, certains diront qu'il était beaucoup mieux couvert, ce qui est vrai. Il y avait quand même d'autres cibles intéressantes au poste de receveur du côté de Colorado. Donc, c'est pas non plus négligeable. Il y a un état de santé qui est très préoccupant parce qu'il a quand même traîné beaucoup de blessures et ça, c'est une autre interrogation. On va beaucoup en parler au cours des podcasts. Mais on le dit, on le répète,
fait, vu les circonstances actuelles et l'impossibilité pour les équipes NFL de pousser vraiment les tests physiques, les questions de santé vont prendre une importance d'autant plus notable en 2020. Et encore une fois, la Vizcacheno, il rassure pas là-dessus, surtout que justement, je parlais du combat, il me semble qu'il s'est reblessé à Indianapolis. Donc ça interroge également pour les franchises. Et puis on parlait justement des nombreux paramètres à surveiller chez les receveurs. La Vizcacheno, c'est un phénomène physique, mais en termes de tracé, c'est pas folichon non plus. Il a pas montré énormément de choses. C'est quand même resté assez caricatural. Et c'est vrai que mine de rien, en regardant ces vidéos, plus je regarde et plus il me rappelle quand même de par le phénomène physique un certain Cordarrelle Patterson. Qui est arrivé également en fanfare, premier tour de draft par les Vikings et qui a jamais vraiment concrétisé son potentiel. Après, les Vikings, ils ont la magic touch sur les premiers tours de draft de receveurs depuis quelques années. Oui, je sais, les Treadwell, je sais. Mais je ne parlerai pas en mal d'un nouveau joueur des Falcons si tu ne me feras pas dire des choses honteuses à son sujet. Mais voilà, donc gros point d'interrogation, la Vizcacheno, il a longtemps été annoncé au premier tour. Là, très concrètement, je pense que de par ses qualités athlétiques, il y a une équipe qui va le tenter au deuxième. Mais voilà, avec ses points d'interrogation physiques, d'un point de vue santé, ça me paraît vraiment trop compliqué de le voir sortir au premier tour de la draft. C'est vrai qu'en photo de jeu, on dirait un running back en fait, quasiment quand il a le ballon. Mais il y en a qui se posent la question de savoir s'il peut être éventuellement reconverti en running back. J'essaie de trouver des exemples comme ça. J'ai des running backs, j'ai des running backs qui étaient passés receveurs, mais des receveurs qui étaient passés running back. Ouais, ça me saute pas aux yeux. Mais c'est vrai que la Vizcacheno aussi, ça c'est un de ses facteurs à Colorado. C'est vrai qu'il a beaucoup joué en système Wildcat. Justement, de par ce côté hyper bulldozer, c'est-à-dire qu'il peut recevoir directement le ballon et voilà, en position goal line, ça peut être un joueur extrêmement délicat à stopper. Ouais, ça peut donner des idées à des coordinateurs, ça peut faire des trucs sympas. Exactement. Deuxième tour alors du coup, malgré tous les avertissements. Oui, je pense. Très, très franchement, malgré le phénomène, encore une fois, dans une classe de receveurs complète, il penchera plus vers le troisième que vers le premier, je pense. En aparté sur la Con Treadwell, je me demande si sur Twitter, j'avais pas parié que je serais prêt à animer le fauteuil avec son maillot s'il dépassait les 30 réceptions cette saison avec les Falcons. Prépare-toi, parce qu'on n'a pas une classe de receveurs dingue non plus. Ouais, non mais en plus, je suis pas contre, mais je crois que j'avais dit ça justement. J'ai pris son record en carrière qui doit être de 25 ou 30 réceptions et j'avais dit que s'il faisait mieux, il faudrait que je vérifie ça, mais j'ai dû dire ça. On enchaîne avec Albert Oku. Ah, je suis désolé pour lui. Ah, je le savais. Albert Okwe. Okwuegbunam. Okwuegbunam, voilà. Non, mais en fait, c'est par peur d'écorcher, j'ai toujours peur des. Voilà. Donc, Albert Okwuegbunam. Tu vas avoir un gros piège sur le prochain podcast, je préviens. D'accord. Oui, sur les linemen offensifs. Ouais. Je me rappelle plus, j'ai déjà préparé, j'ai un trou. Bon, donc Albert, on va l'appeler comme ça. Il sort de Missouri, major de son major science, health science. C'est pas médecine? Non, health science, sciences de la santé. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est bizarre. Bon, bref. Donc, 1m96, 116 kg pour le joueur donc, je l'ai dit, de Missouri. Et donc, il faut que je reprenne mes esprits. 26 réceptions, 306 yards et 6 touchdowns. Donc, pas des grosses stats, mais là, on parle d'un tight end, il faut quand même le préciser. C'est pas du tout le même profil que Colt Kmet. Du coup, lui, c'est rapide, physique, trop costaud pour les cornerbacks. Alors, notre ami Bébert, tu l'as dit, tu as donné ses mensurations, c'est clairement une bête physique. 100 kilos, pour 1m96, c'est pas mal. Alors, c'est un beau bébé, maintenant, ça a les avantages et les inconvénients. Il a des bonnes mains, on va le dire tout de suite. Pour le coup, ça, c'est... On va dire qu'il a quand même des qualités et des défauts qui coïncident un petit peu quand même avec Colt Kmet, parce que globalement, à la réception, on peut pas dire qu'il soit catastrophique, ridicule. Par contre, sur le bloc, au secours. En tout cas, je trouve, tu m'excuseras cet anglicisme, certains outre-Atlantique l'appellent un peu un underachiever, donc un joueur qui se repose un peu trop sur ses acquis. Il a un énorme gabarit en effet, mais du coup, il en profite pas assez pour mettre à profit justement, pour en imposer sur le bloc.
pour avoir une position préférentielle en termes de tracé, pour miser sur sa technique, etc. Il se repose beaucoup justement sur ce qu'il a en termes de bagages. Et c'est vrai qu'il a jamais vraiment concrétisé à Missouri. Alors certes, c'est un tight end, mais c'était quand même un joueur c'est un joueur qui s'est révélé assez tôt. En 2018, alors qu'il était seulement sophomore, j'ai un trou de mémoire, je sais plus si c'est 2017 ou 2018, à l'époque où Missouri avait encore Drew Lock comme quarterback. Et on avait vu une connexion assez intéressante qui laissait penser que Gunam pouvait devenir vraiment un tight end de haut niveau à l'échelon supérieur. Et voilà, il y a ce côté un petit peu. Alors certes, il y a eu des changements offensifs du côté des Tigers, mais voilà, on n'a jamais vraiment senti une progression de la part du joueur, qui a toujours gardé des stats relativement quelconques, qui a souvent été un danger forcément dans la red zone, de par, encore une fois, on va dire que dans les petits espaces, et de par son gabarit et sa détente, ça peut lui permettre de se mettre en évidence. Mais il paraît encore trop unidimensionnel et relativement paresseux pour être quand même un tight end titulaire crédible aujourd'hui en NFL. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où on se dit, si ton avec un super coach qui arrive à le remettre un petit peu d'aplomb, ça peut vraiment le booster. Mais aujourd'hui, c'est compliqué d'en faire mieux qu'un 4e tour en l'état actuel des choses. Oui, tu parlais de la red zone. Par contre, il a capté 98 ballons à la fac. Il y en a 23 pour des touchdowns. C'est ça. C'est une belle proportion quand même. Voilà, mais j'avais pris une comparaison parce qu'on m'avait posé la question. J'avais comparé par exemple un joueur comme Darren Fells aujourd'hui à Houston, qui est clairement pas le tight end le plus extraordinaire de la ligue, mais voilà, qui marque quand même ses touchdowns parce qu'il est capable de faire la différence, notamment dans des petits espaces et sur des fins de drive. Ogwuegbunam peut avoir ce profil sans forcément être un top tight end qui va vraiment marcher sur toutes les défenses de NFL. Tu l'as évoqué, donc 4e tour? Ouais, je pense que grand maximum, ce sera un 3e si vraiment une équipe est intéressée, mais il ne montera pas plus haut selon moi. On passe aux bonnes affaires. Alors, le premier, c'est Tyler Johnson qui sort de la fac de Minnesota, 1m88 pour 93 kg. L'an dernier, il a capté 86 ballons pour 1318 yards et 13 touchdowns. Il produit, l'année d'avant, c'était 1169 yards et 12 touchdowns. Alors, super tracé, vrai technicien, bonne main, réception contestée. Apparemment, c'est un peu plus au niveau physique, ça manque un peu de vitesse et d'explosivité. C'est un peu ça. Alors là, on est clairement dans un de mes gros chouchous de la draft. Donc je le dis très clairement, c'est vraiment un joueur que j'adore, un excellent receveur de possession. Tu as globalement bien résumé son statut, c'est-à-dire que ce qui joue contre lui, encore une fois, dans une classe de receveur qui est assez excitante, c'est qu'il est pas aussi puissant que beaucoup d'autres et pas aussi athlétique que beaucoup d'autres. C'est un profil extrêmement classique, si je peux parler ainsi, mais c'est vrai qu'il a des instincts et une intelligence de jeu qui lui permettent quand même malgré tout de s'en sortir d'un point de vue tracé, d'un point de vue placement au duel notamment. Ça, c'est un joueur qui sait placer son corps, qui a fait notamment pas mal de basket, donc qui sait notamment au duel être incisif, même si en effet il a un gabarit qui n'est pas forcément à son avantage. Très combatif quand même malgré son physique également après contact, doté d'une bonne accélération également. Donc encore une fois, il a pas forcément la rapidité et le comment dire le coffre, on dira le profil vraiment pour encaisser tous les chocs à toutes les positions. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est relativement complet, qui je pense peut faire extrêmement de dégâts dans le slop dans un premier temps, mais qui a largement le potentiel, peut-être dans la 2e, 3e année, pour être un receveur numéro 1. Si je devais prendre un exemple, en type de profil, on serait pas loin peut-être d'un Michael Gallup à Dallas, qui n'a pas fait trop de bruit au début et qui là commence à prendre quand même une certaine importance dans l'attaque texane. Des petits problèmes à corriger quand même du côté de Johnson, c'est ses drops et ses fumbles, d'un petit peu de concentration. Des fois, il est peut-être un petit peu trop dans le feu de l'action et il en oublie justement de protéger sa balle. Mais en dehors de ce paramètre-là, qui sera bien entendu pas à négliger, je le répète, ce sera un excellent receveur de possession qui, je pense, va satisfaire sa future franchise. À quel niveau ce sera une bonne affaire? Je pense qu'au mieux, ce sera quand même une fin de 2e tour. Ah oui, Grand quand même. maximum 3e. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de receveurs dans les premiers tours. Oui. Non, je t'ai dit, franchement, il y en a au moins. J'avais fait mon top 100. Je pense que dans le top 100, on a au moins 17, 18 facile.
Ah ouais, ouais, non mais Oui. oui, ça fait beaucoup. Et on termine avec Antonio Gandy Golden. Alors, il est loin, lui, moi je l'ai trouvé dans les Mhm. rankings. C'est le prospect que tu vas me chercher tous les ans. Il y en a un que tu vas chercher à Liberty tous les ans. Non? Parce que ça Je me dit sais pas quelque si je vais chose, en cette chercher un fac. à Liberty tous les ans, mais Ils me disent quelque chose, les Liberty Flames, le programme. Attends, je vais vérifier. Les Liberty Flames, ça joue. Ah mais oui, si, avec Hugh Freeze comme qu'ils ont ouais. récupéré. Oui, on en Ouais, a ouais. sûrement déjà parlé, hein, mais on avait peut-être déjà parlé de Gandhi Golden, hein, c'est possible. Hein. Alors non, mais je me rappelle qu'on a parlé de Liberty l'an dernier. Je sais plus, Je sais peut-être. plus pour quel prospect, mais ça me dit quelque chose. Ils doivent avoir un stade Il y bien en a pas rock'n'roll. beaucoup, hein, je te rassure, des prospects de Liberty, tu vas pas en trouver des masses cette année. Ah ouais? Alors attends, je vais rechercher pendant que t'en parles. Bon, il est loin dans les classements. Qu'est-ce que tu Oui. lui trouves? Alors c'est un receveur qui a été extrêmement, qui a beaucoup pâti, je trouve, malgré en effet un coach assez expérimenté de college football. On parlait de mauvais quarterback à Colorado. Je pense qu'à Liberty, en termes de quarterback, il n'était pas gâté. Il avait quand même un système de jeu où il était beaucoup sous le feu des projecteurs, donc beaucoup couvert justement de par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de menaces offensives autres du côté des Flames. Donc c'est sûr que ça l'a clairement pas aidé à progresser. Après, c'est quand même un athlète assez notable, extrêmement grand, d'excellentes mains, un bon jeu de jambes également, et puis surtout, une fois qu'il a le ballon en main, c'est un joueur qui est très très difficile à stopper, un bon art du raffut. Enfin voilà, c'est quand même un joueur qui reste quand même difficile à couvrir et surtout à stopper une fois qu'il a le ballon en main. Son gros défaut, c'est peut-être le tracé. Mais encore une fois, je l'ai dit, il a quand même évolué dans une attaque où, bon, on lui demandait de faire des choses relativement simples pour un quarterback avec quand même des gros déficits de lecture. Sa fluidité de déplacement n'est pas extraordinaire. Ça, c'est sûr que, encore une fois, c'est un phénomène physique, mais c'est pas encore un athlète notable. Mais je pense que au moins, ça peut être un excellent receveur numéro 2 et un joueur qui va chercher les premières tentatives précieuses. Donc voilà, Anthony Gandy Golden, je te rejoins. Je pense qu'il partira quand même au 3e tour. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Grand maximum 4e, mais je serais très étonné de le voir partir plus bas. Parce qu'il y a quand même un gros potentiel. C'est un joueur très excitant à avoir joué qui, voilà, encore une fois, je le dis, a quand même eu un environnement du côté de Liberty pas forcément sain pour son plein développement. Bon, oui, moi j'avais lu qu'il cassait pas beaucoup de plaquages, par contre. C'est-à-dire, tu disais, il est physique et tout, mais Alors, et encore une fois, c'est après la réception où une fois qu'il arrive à prendre de l'espace, il est difficile à stopper. Après, je te dis pas que contre des corner press, donc vraiment des corners qui vont jouer sur l'intimidation et le premier contact, c'est pas celui qui va s'en sortir le mieux. Mais voilà, je parlais justement de sa capacité, voilà, éventuellement à se libérer des brèches, notamment par le biais de son jeu de jambes. Voilà, c'est sur des comebacks, sur des tracés comeback ou ce genre de choses, ça peut quand même être un joueur qui va chercher des premières tentatives assez solides sans devoir forcément rentrer dans le jeu du corner et voilà et jouer entre guillemets le bras de fer. donc troisième. Pour moi, ça peut monter au 3e. Ouais. Plus logiquement, je te dirais grand maximum début 4e. Allez, on termine comme chaque émission draft avec ton classement, lequel tu veux dans ton équipe. C'est comme The Voice, je viens de réaliser. Tu les choisis par ordre de préférence, vraiment, lequel tu voudrais dans ton équipe si tu avais le choix. Alors Euh, attends, du coup, j'en ai combien? On en a 10, c'est ça? Attends, je il y sais en même a plus. une 10 voire 11, hein, il y en avait un petit peu plus sur. Attends, et 3. Attends, on a fait 5 dans la première partie. Ouais, il y en a 10. Numéro 1, je te mets Sid Dilem. Alors, si dis-moi. Numéro 1, Sid Dilem. Numéro 2, je dirais Henry Ruggs. Numéro 3, Jerry Judy. Je le précise hein, parce que Jerry Judy, je le mets un petit peu en retrait. Enfin, en tout cas, j'en ai un peu moins parlé que les deux autres. Mais c'est du top receveur quand même. Attention, c'est voilà. Il y a ces fameux drops dont je parlais lors du top 15, mais voilà, c'est un receveur numéro 1 absolu. En 4, je vais te mettre un petit Tyler Johnson. Hein, je l'ai dit, gros chouchou. Ah En oui, c'est ta bonne 5, affaire, elle monte directement devant les mecs du moi, chapeau 2. moi j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai un peu plus de réussite sur les receveurs que sur les quarterbacks, donc je suis optimiste. J'allais Mais, dire, j'aime bien quand tu te mouilles comme ça quand même. Parce que là, je sais qu'au moins celui-là, on pourra te le ressortir si le mec se mais vautre. ouais, non, j'aime beaucoup Tyler Johnson. 5, je te dirais quand même Justin Jefferson. 6, Cole Kmet. 7, T. Higgins. Coucou Jean-Michel. Et du coup, j'ai oublié les derniers, mais ouais, 8, Gandhi Golden, 9, Cheno et 10, Ogbuena.
Voilà donc pour le classement et voilà donc pour cette émission sur les receveurs. Merci beaucoup Grégory. Toujours un On plaisir. a donc terminé ce 3e épisode draft avec les receveurs. C'était l'épisode numéro 350 du podcast Jean Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, @Yellow Radio, ça pour Greg sur Twitter, @Alamati pour moi-même, @Raphaël_TDA, Raoul VDG et Camille Saraben pour nos camarades des autres jours, qu'on salue évidemment. Et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com où vous retrouvez évidemment des tonnes et des tonnes de fiches draft qui sont publiées. Il y en a 2 par jour, hein, donc n'hésitez pas à revenir souvent sur le site. On vous remercie énormément et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast draft. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.